Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait l'item 338 sur l'œdème de Coinck et les anaphylaxies. D'accord, d'accord. Ben merci pour cette petite introduction, Emma. Et on attaque directement dans le vif du sujet avec les 2 phases de l'anaphylaxie et les catégories d'allergènes. Donc là, pour le coup, c'est pas une, définition à proprement parler, mais on parle un petit peu, voilà, savoir comment, voilà, de quoi ça se compose exactement. Donc l'anaphylaxie, déjà, c'est une réaction systémique d'hypersensibilité sévère qui est caractérisée par un début brutal et une atteinte respiratoire ou circulatoire qui va mettre en jeu le pronostic vital. Il y a donc 2 phases dans l'anaphylaxie. La première phase, c'est la sensibilisation, autrement dit le premier contact avec l'allergène. Donc là, c'est une phase asymptomatique et qui conduit à la synthèse d'IgE, d'immunoglobuline E spécifique. La deuxième phase de l'anaphylaxie, c'est l'anaphylaxie proprement dite, comme on l'entend, voilà, dans le langage courant et qui se produit donc lors d'un nouveau contact avec l'allergène. Donc ce n'est pas le premier contact et là, c'est une phase qui est symptomatique par activation des mastocytes et des polynucléaires basophiles par les IgE, ce qui va entraîner une libération d'histamine et de tryptase. Voilà, donc il y a différents types d'anaphylaxie immune. Il y a les IgE dépendantes, les IgE non indépendantes, enfin non dépendantes plutôt, donc voilà, IgE indépendantes si on veut. Les anaphylaxies non immunes, voilà, qui ne sont pas liées à un processus immunitaire, à proprement parler et enfin les anaphylaxies idiopathiques. Dans les anaphylaxies immunes qui dépendent des IgE, on va voir, tout ce qui est les aliments, voilà, les cacahuètes, noix, crustacés, poissons, lait, les œufs, le sésame, les additifs alimentaires. Voilà, ça c'est les principaux allergènes alimentaires, qui font des anaphylaxies IgE dépendantes. On aura les médicaments, notamment les bêta-lactamines, les AINS, les curares, les anticorps monoclonaux, certains vaccins, la progestérone, et cetera. Les venins d'hyménoptères vont faire des anaphylaxies IgE-dépendantes, le latex, des allergènes professionnels, le sperme également, notamment, c'est l'antigène spécifique de la prostate, du coup le PSA, qui peut faire une réaction anaphylactique et enfin les produits de contraste radiologiques. Voilà pour, les anaphylaxies immunes IgE dépendantes. Pour les anaphylaxies immunes non IgE dépendantes, donc il y a, les dextrans, l'infliximab, voilà et les produits de contraste radiologique également. Pour les anaphylaxies non immunes, il y a des facteurs physiques, donc là notamment l'exercice, le froid, le chaud, le soleil, les UV, l'éthanol également et certains médicaments. Donc là, c'est les médicaments opiacés, la N-acétylcystéine, les AINS et les curares, comme pour, les anaphylaxies IgE-dépendantes, voilà. Ça, c'est les AINS et les curares, ils font partie des 2. Et enfin, il va y avoir des anaphylaxies idiopathiques. Donc là, ce sera, lié à un allergène qui est méconnu, par exemple et il faudra chercher c'est chez ces patients une mastocytose. Donc là, on va doser la tryptase et on peut également suspecter une pathologie clonale de la lignée mastocytaire. Donc là, ce sera plutôt lié aux mastocytes, et cetera. Voilà, voilà pour la petite introduction. Donc, maintenant, on va voir les modalités du diagnostic d'un angioedème histaminique. Donc tout ça, l'angioedème histaminique, c'est ce qui définit en fait l'urticaire tout simplement. Donc l'angioœdème ou angioedème est un œdème localisé des tissus sous-cutanés ou sous-muqueux. Ça fait donc une tuméfaction sous-cutanée ou sous-muqueuse qui est localisée, ferme et douloureuse, non érythémateuse et non prurigineuse. Au niveau céphalique, il prédomine sur les paupières, les lèvres, la luette et la langue. Voilà. L'angioœdème histaminique est souvent associé à une urticaire. Il est sensible aux médicaments antihistaminiques et glucocorticoïdes
et il se résout habituellement en 24 à 48 heures. Voilà pour l'angioœdème histaminique. Donc là, j'ai dit juste que c'était ce qui définissait l'urticaire, mais en fait, c'est associé à l'urticaire, en fait. L'urticaire, en plus, il y a le prurite et cetera, mais ça, on devrait le voir juste après. Donc les modalités de diagnostic de l'anaphylaxie maintenant et pas de l'angioedème. Donc c'est un diagnostic clinique et du coup l'anaphylaxie, elle est très probable quand il existe un des 3 critères suivants. Ça va être une atteinte cutanée et ou muqueuse. Donc là, c'est, un urticaire généralisé, enfin une urticaire plutôt généralisée, un prurite, un érythème, un œdème des lèvres, de la langue ou de la luette et c'est de début brutal, de quelques minutes à quelques heures, avec au moins un des 2 éléments suivants. Ce sera l'atteinte respiratoire et une hypotension artérielle ou des symptômes d'hypoperfusion tissulaire. Donc l'atteinte respiratoire, ça peut être une dyspnée, des râles sibilants ou voilà, associés à un bronchospasme, un stridor, une diminution du pic flow et une hypoxémie. Pour l'hypotension artérielle et les symptômes d'hypoperfusion tissulaire, ça sera par exemple une syncope, donc hypoperfusion, cérébrale, une hypotonie musculaire et une incontinence. Ça fait partie de ces signes d'hypoperfusion tissulaire ou d'hypotension artérielle. Donc voilà, il faut qu'il y ait l'atteinte cutano-muqueuse avec au moins les 2 éléments qu'on vient de citer. Ensuite, autre critère de l'anaphylaxie, ça va être au moins 2 des signes que je vais vous dire dans les minutes ou heures qui suivent l'exposition à un allergène probable chez un patient donné. Donc il faut au moins 2 des 4 signes que je vais vous dire, donc l'atteinte cutanée ou muqueuse, toujours pareil, l'atteinte respiratoire, c'est toujours pareil, l'hypotension artérielle ou symptômes d'hypoperfusion tissulaire, c'est toujours pareil. Voilà, ça reste le même et en plus de ça, on ajoute les symptômes digestifs persistants. Donc là, ça sera notamment, des douleurs abdominales à type de crampes et des vomissements. Donc si on a au moins 2 de ces signes, on peut parler d'anaphylaxie. Et enfin, troisième critère, ça va être, tout simplement l'hypotension artérielle après l'exposition à un allergène qui est connu pour le patient. Voilà, donc si on obtient un peu tout ça, eh bien, on peut très probablement diagnostiquer une anaphylaxie. Alors, donc maintenant pour l'angioedème bradykinique et pas histaminique, donc bradykinique. Comment on va l'évoquer? Donc au niveau clinique, ce n'est pas associé à une urticaire, ni aux autres manifestations anaphylactiques. Il apparaît de manière souvent asymétrique. L'angioedème bradykinin n'est pas sensible aux médicaments antihistaminiques et glucocorticoïdes. Les crises durent typiquement de 2 à 5 jours, donc beaucoup plus long. Et en cas de localisation abdominale, il peut causer un tableau subocclusif, une ascite et même un choc hypovolémique. Les causes de cet angioedème bradykinique, ça va être un traitement par des IEC ou des ARA2, des inhibiteurs de la rénine, ou des AINS. Voilà. C'est une forme aussi qui peut être héréditaire et c'est lié en fait à un déficit acquis en C1 inhibiteur qui va être associé à une maladie lymphoproliférative ou auto-immune et à un anticorps, anti-C1 inhibiteur. Voilà, donc pour ça qu'on a le déficit en C1 inhibiteur, parce qu'on aura un anticorps, spécifique. OK. Alors maintenant, on va voir un petit peu les facteurs de gravité, de l'anaphylaxie lors d'un angioedème. Donc, les critères de gravité des angioœdèmes histaminiques, bah, ce sont ceux qui définissent, l'anaphylaxie tout simplement. Donc, l'atteinte, respiratoire notamment, l'atteinte un petit peu, cardiovasculaire avec l'hypotension et cetera, les signes de choc, voilà. Et les critères de gravité pour les angioœdèmes bradykiniques, donc là, ça va être, une atteinte au-dessus des épaules, donc le cou, le visage, la sphère ORL et une atteinte abdominale avec une douleur qui est cotée, en EVA au-dessus de 5/10. Ça, c'est un des critères de gravité pour l'angioëdème bradykinique. Voilà, alors maintenant on va parler plus spécifiquement du traitement et donc notamment le tout premier traitement,
administrée en intramusculaire, c'est l'adrénaline. Donc là, il faut savoir que toute manifestation anaphylactique requiert l'injection intramusculaire immédiate d'adrénaline. Donc pourquoi intramusculaire? Parce que ça permet une administration plus rapide que la voie intraveineuse. Voilà. Au niveau de la dose, pour l'adulte, ça va être 0,5 mg en IM du coup, à mi-hauteur sur la face latéro-externe de la cuisse. Donc voilà, 0,5 mg d'adrénaline. Pour les sujets de moins de 50 kg, la dose, elle est de 0,01 mg par kilo. Voilà, pour ça qu'on obtient une dose max, à 50 kg de 0,5 mg. Si au moins un signe clinique mettant en jeu le pronostic vital est présent et persiste après 5 minutes, après la première injection, on va faire une nouvelle injection IM de 0,5 mg ou toujours pareil de 0,01 mg par kilo pour les sujets de moins de 50 kg. Voilà, donc les signes cliniques qui mettent en jeu le pronostic vital, ça va être, la dyspnée et l'hypotension artérielle. Voilà, si c'est toujours, présent après 5 minutes suivant la 1re injection, on en refait une deuxième. OK, ensuite, pour, cesser le choc anaphylactique et la crise d'anaphylaxie, il faut savoir stopper l'exposition à l'allergène. Et donc là, il faut rechercher rapidement l'allergène responsable pour être sûr de bien l'arrêter. Donc, le cas échéant, il faut arrêter la perfusion si, il y a un médicament qui est en cause, le contact avec le latex si c'est une allergie au latex. Voilà. Donc ça, c'est les 2 principales causes, d'allergie qui sont mises en jeu le plus souvent. Voilà. Le traitement symptomatique ensuite, après l'adrénaline, ça va être les antihistaminiques anti-H1 qui vont être actifs sur les symptômes cutanéo-muqueux de l'anaphylaxie. Voilà. Et ensuite également, il faut, administrer de l'oxygène et débuter le remplissage, si jamais le patient est en choc. Voilà. OK, donc ensuite, l'administration de l'adrénaline, elle peut se faire également par voie intraveineuse en situation d'urgence, si le patient, est perfusé et cetera. Donc là, c'est indiqué, l'administration de l'adrénaline en IV en cas de risque d'arrêt cardiaque imminent, de forme réfractaire, avec une instabilité hémodynamique sévère chez un patient qui va être du coup déjà perfusé. Là, l'idée, ça va être de diluer 1 milligramme d'adrénaline dans 10 millilitres, voilà, de soluté. On fera un bolus IV de 50 microgrammes sur 1 à 2 minutes et on pourra faire ensuite un relais, possiblement par perfusion continue intraveineuse au pousse-seringue électrique. Voilà, et donc là, ça va être 0,1 microgramme par kilo et par minute. Voilà. Pour le traitement ensuite, sous la forme respiratoire de l'atteinte allergique, donc si on a des critères d'anaphylaxie, eh bien, on va faire de l'adrénaline intramusculaire, ça marchera aussi pour la forme respiratoire et si on a un bronchospasme, donc qu'à l'auscultation ou même, à l'oreille, on entend un stridor, des râles, sibilants et cetera, on va ajouter un aérosol qui sera bêta-2 mimétique de courte durée d'action. Voilà. Et donc là, on précise également que, donc l'aérosol de bêta-2 mimétique va plutôt agir sur les voies aériennes basses et on peut également faire un aérosol d'adrénaline qui va avoir, une action sur les voies aériennes supérieures. Donc on va mettre en place, un aérosol. Ensuite, on va pouvoir faire des prélèvements, qu'on va réaliser assez précocement. Donc en cas d'anaphylaxie, les prélèvements ne doivent en aucun cas retarder le traitement par adrénaline. Voilà, bon ça il ne faut pas retarder le traitement, de la cause et des symptômes. Par contre, après 30 minutes à 2 heures après le début des signes cliniques, on va faire un prélèvement de tryptase pour pouvoir la doser.
Voilà, voilà. Donc la tryptase, 30 minutes à 2 heures après le début de la crise. Ensuite, maintenant, on va voir et on va finir par ça, les modalités de la prévention de la récidive, ou la prévention primaire chez qui, ça n'est jamais arrivé chez les patients allergiques. Donc eh bien, en fait, voilà, ça va être, basé sur l'information et l'éducation du patient et on va pouvoir prescrire un kit d'adrénaline, à avoir sur soi, en cas de crise d'anaphylaxie. Donc là, on va prévenir également la réaction biphasique. Donc ça, c'est la réaction qui va survenir 4 à 12 heures après les premiers symptômes et donc là, pour faire cette prévention-là, on va administrer de la prednisone perros ou de la méthylprednisolone IV. Voilà, donc des corticoïdes, heu et pour ensuite prévenir la récidive en cas de nouvelle exposition à l'allergène, eh bien, tout simplement, on va éduquer le patient à l'éviction de cet allergène, mis en cause. On va prescrire un dispositif auto-injecteur d'adrénaline en cas d'anaphylaxie. Voilà, donc là, c'est juste, le stylo, comme on l'appelle, que les patients vont pouvoir appliquer, au niveau de la cuisse pour s'injecter en IM, l'adrénaline et ensuite, pour certaines allergies, on va pouvoir mettre en place des désensibilisations. Donc là, ça se passe en allergologie notamment, voilà, pour se désensibiliser, vis-à-vis de certains allergènes. Donc là, ça se fait souvent, soit par des injections, soit par des petits comprimés qui se prennent, souvent assez longtemps. Ça peut se faire pendant 1 an, voire plus des fois, pour être désensibilisé. Voilà, donc l'épisode est terminé. Il était assez court, mais relativement important car ce sont des situations d'urgence, qui peuvent arriver n'importe quand et n'importe où. Voilà, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu et puis, eh bien, tout simplement, je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous. On approche gentiment de la fin d'année, donc j'espère que vous arrivez à garder le moral et à voir, eh bien, le but qui se présente à vous, que ce soit le CN ou les partiels et que vous allez bien profiter de vos vacances. Voilà, voilà, mais j'aurai l'occasion de vous le redire. Bisous, bisous, bonne journée. Ciao, ciao.